Ce sont les élèves du lycée Charles de Gaulle, encadrés par leurs professeurs, encadrés par monsieur le proviseur qui est présent parmi nous aussi, qui ont préparé ce contact avec le pôle Sud, avec la mission Concordia. Et grâce au miracle de la technique, on a réussi à mobiliser toute cette technique pour effectivement avoir ce moment d'échange en direct. Donc merci de prendre place. Je croise les doigts à ce moment crucial où tout doit fonctionner, n'est-ce pas? C'est magique, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres et on va leur parler. Et les élèves du lycée international Charles de Gaulle ont préparé avec leurs professeurs ce rendez-vous. Merci de vous installer. Alors on passe la parole à Madame Boisson. À Monsieur le proviseur, Monsieur Meunier-Lariotte, le proviseur du lycée international Charles de Gaulle, qui nous fait le plaisir d'être là. Bien, bonjour messieurs, dames. Donc, merci à monsieur le député de son invitation. Ce projet s'inscrit, je dirais, parmi tant d'autres. Il y a quelques années, nous étions en direct avec la Station spatiale internationale, puisque l'équipe de SVT avait envoyé des graines de moutarde dans l'espace. Cette année, on redescend sur Terre. Et je dirais que ça participe aussi à la logique d'engagement de nos élèves en dehors des cours, engagement dans l'éco-citoyenneté et avec d'autres thèmes également. Je vais laisser sans plus tarder la parole à deux professeurs, donc Madame Légeret et Madame Boisson, ainsi qu'aux élèves. Et je félicite toute l'équipe puisque plus de 150 élèves étaient engagés dans ce projet avec la base Concordia. Bravo, oui, bravo, merci beaucoup. N'ayez pas peur, mettez-vous au centre, approchez. Alors, présentation. Madame Boisson ou Madame Logeret? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'étais enseignante en SVT au lycée. Je vais juste vous raconter un petit peu comment est né ce projet. Donc, il est né d'une connaissance commune avec Madame Boisson. Moi, Julien, c'était un ami de lycée. Et donc, on avait Madame Boisson en cours et qui est devenue ma collègue cette année. Et donc, quand Julien nous a parlé de ce projet, on a eu tout de suite envie de le partager avec les élèves du lycée. Et donc, les élèves ont été très enthousiastes. On a eu beaucoup d'inscrits. Et donc, on s'est limité à 150 inscrits d'élèves de seconde et de terminale. Donc, on a pris contact avec... Monsieur, madame, excusez-moi de vous interrompre. Monsieur, madame Moyer, mettez-vous debout, ils sont là, ce sont les parents. On peut les applaudir, les talentés, ils sont là. Ils sont venus avec des amis, ils sont venus aussi avec monsieur le maire de Talent, Gilbert Menu, qui est dans la salle. Où est-il, Gilbert? Voilà, il est là, merci Gilbert. Excusez-moi, je vous rends la parole tout de suite. Donc, suite au contact avec l'Institut polaire français, on a mené une première séance avec les élèves pour sensibiliser au monde de l'Antarctique. Donc, on leur a projeté le film de Luc Jacquet, La glace et le ciel, qui retrace le parcours d'un glaciologue qui est Claude Lorius. Donc, c'était un premier contact pour les élèves avec l'Antarctique, parce que c'est un monde qu'on connaît quand même très peu. Donc, à l'issue de cette séance, on avait demandé aux élèves de poser toutes les questions qu'ils avaient à poser à Julien, parce qu'ils avaient la chance de le rencontrer après. Donc ça a mené à une séance le 6 novembre dernier, juste avant que Julien s'en aille en Antarctique, donc d'échanges avec lui où il leur a pu leur raconter son parcours, ses études, son parcours professionnel, ses envies, ses motivations et ses craintes d'aller en Antarctique parce qu'il partait vraiment une semaine après. Donc ensuite, on a continué, quand il est parti, à suivre ses aventures, notamment par l'intermédiaire de son blog. Donc, il publie régulièrement des articles. Son blog qui s'appelle Objectif Domsé. Il a notamment consacré un article pour répondre aux questions des lycéens. Donc, on continue à échanger par mail. Les élèves ont aussi envoyé des petits mots à Julien, par exemple pour Noël, où on avait fait souhaité joyeux Noël à Julien, que ce soit en photo, en vidéo, en chanson. Donc voilà, on continue à échanger avec lui et nous on leur partage beaucoup par un environnement numérique de travail tout ce qu'on a à partager autour de l'Antarctique, donc que ce soit les nouvelles de Julien, donc toutes les photos qui sont publiées par l'Institut polaire, etc. Et aussi tout ce qui est en lien avec l'Antarctique qui est intéressant de partager avec les élèves.
Donc on a pu faire une visioconférence, comme on va faire là dans quelques instants avec l'Antarctique le 29 avril dernier. Donc là, c'était l'occasion de voir Julien directement dans la station, mais aussi tout l'ensemble de l'équipe d'hivernage. Donc d'échanger avec Julien, avec leurs conditions de vie là-bas, et tout l'ensemble de l'équipe qui, vous verrez, est assez diversifiée. Et donc ce projet, il continue jusqu'à ce que Julien revienne en France. Donc sa mission est prévue pour finir en novembre, mais quand il reviendra en France, on attend qu'il revienne au lycée pour de nouveau échanger avec les élèves. Voilà. Alors c'est l'hiver qui commence là-bas ou quoi? Je ne sais plus les saisons là-bas. C'est Alors l'hiver. Justement, les élèves vont vous parler un petit peu Ils plus vont se de la présenter, station. les élèves, si vous voulez oui, bien. Oui, Je leur laisse la Présentez-vous, parole. votre classe et votre nom. Je m'appelle William Lebuc, je suis en seconde et j'ai participé au projet Antarctique. Je m'appelle Zoé Chabano et je suis en seconde aussi et je participe au projet Antarctique. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Aimé, je participe aussi au projet Antarctique avec William et Zoé en classe de seconde. Ils sont tout timides. Hein. Bravo pour cette participation. Madame Boisson prend le relais? Non, c'est toujours les élèves. Ah, les élèves, alors on va leur donner la parole. Allez, prenez le micro alors. Nous allons vous présenter l'hivernage de Julien en Antarctique. Nous allons commencer par vous présenter la base. Donc, la base de Concordia est située loin du pôle sud central et loin de la mer. Donc, la station appartient à la France et à l'Italie. Elle est située à une altitude de 3233 mètres. Donc, c'est le 15e hivernage et la station a été créée en 1995. Donc l'effectif maximum dans la station, c'est 60 personnes et les activités principales sont scientifiques. Donc comment y aller? Donc Julien a pris un avion à Paris. Donc, il a changé d'avion à Hong Kong, Auckland et Christchurch. Donc il faut savoir que c'est le dernier avion qu'il a pris avant l'hivernage. Donc l'organisation, il y a différents bâtiments. Donc tout à droite, le bâtiment que vous voyez en orange, on ne le voit pas très bien. C'est une centrale où est pompée toute l'énergie pour alimenter les deux tours. Les deux tours, donc à gauche, il y a la tour dite calme, donc avec l'hôpital, les chambres où on voit toutes les fenêtres, ainsi que les laboratoires au dernier étage. Et à droite, la tour bruyante. Donc au rez-de-chaussée, les ateliers, la salle vidéo, là où il n'y a pas de fenêtre, les salles de loisirs et au dernier étage, la cuisine et la salle où ils se retrouvent. Et enfin, il y a aussi les laboratoires à l'extérieur qui peuvent servir d'annexe si jamais les deux tours rencontrent des problèmes de chauffage, par exemple. Donc là, on peut voir une photo de toute l'équipe avec laquelle Julien travaille. Donc, en rouge, c'est les Italiens et en bleu, c'est les Français. Donc les différents programmes scientifiques sont la glaciologie, la paléoclimatologie, la chimie et la physique de l'atmosphère, l'astronomie, l'observatoire de la Terre et la médecine. Sur la base, il y a aussi des métiers pour la maintenance, comme des plombiers, des informaticiens, des électrotechniciens, des mécaniciens ou des cuisiniers. Les conditions de vie en Antarctique. Donc, pour se faire approvisionner, ils se font approvisionner avec des dameuses. Donc, il faut savoir que le trajet il dure 12 jours. Parce que, comme William l'a dit auparavant, c'est loin de la côte. Sinon, ça peut se faire en avion pour les plus grosses quantités. Mais ils ne peuvent pas se faire approvisionner en hiver. Donc l'hiver, il dure de février à novembre. Le dernier coucher de soleil cette année, il a eu lieu le 2 mai. En hiver, les températures, elles vont de moins 80 à moins 100 degrés. Quant à en été, ça va de moins 20 à moins 40.
Et du coup, c'est de novembre à février. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la visioconférence, il me semble. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser après à Julien, parce qu'il va répondre à quelques questions. Voilà. Bonjour Concordia. Bonjour. Ah oui, on est en plein écran. Oui, on vous voit très bien. Vous allez bien? Non, nous on vous voit pas, on nous voit nous. Tout va très bien. Bon. On a prévu quelques petites questions. Et puis après, on laissera le public vous poser aussi des petites questions s'ils en ont. Alors la première question, elle est pour toi, Julien. On voudrait savoir comment tu as découvert l'Antarctique et à quel moment. Je dirais plutôt comment j'ai découvert l'Institut polaire français. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, avec un livre qui s'appelle La Lune est blanche. C'est une bande dessinée photo qui retrace un peu toute l'expédition donc du RAID qui part de la côte pour arriver ici à Concordia, point final de leur expédition. Et après, ensuite, je me suis renseigné un peu sur Internet, sur l'Institut polaire, et puis j'ai postulé et me voilà en hivernage. Merci Julien. On voudrait savoir comment se fait la sélection pour partir là-bas. Est-ce que c'est la même sélection pour tous? Est-ce que c'est la même sélection pour les scientifiques que pour les personnes de maintenance? Alors la sélection, elle est différente pour un peu tout le monde. Donc premièrement, il y a d'abord le côté français qui est géré par l'IPEV, l'Institut polaire français. Et ensuite, il y a le côté italien qui est géré par le PNRA. Donc là, chacun fait son recrutement de son côté. Et ensuite, je vais parler pour le côté français. Les scientifiques, ils sont recrutés via l'Institut polaire, mais par le laboratoire dans lequel ils travaillent. Donc en fait, c'est nos responsables de programme scientifique qui vont nous recruter, nous faire passer les entretiens. Et ensuite, pour le côté technique, c'est directement avec l'Institut polaire qui sont recrutés. Merci. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont vos missions scientifiques ici à Concordia? Alors, je peux faire peut-être un tour de personnes qui vont se présenter et faire un peu et dire un peu ce qu'ils font ici sur la station. Good morning. My name is Ivan. I'm an astronomer, and I'm working for the National Institutes of Astrophysics in Bologna, Italy. Salut à tous, je m'appelle Alessandro et je travaille à PIS, le Conseil national de la recherche. Ici à Concordia, je suis informaticien et je suis responsable pour les télécommunications. Bonjour, je m'appelle Giulietta et je suis la chercheuse italienne et je suis ici pour étudier la pollution de la neige et des pierres. Good morning, my name is Nat. Medical doctor from NAMSA. Morning, I'm Massimiliano Catricalà and I work for the National Research Council, and here in Concordia I'm the electroscience and the science leader of the group. Bonjour à tous, je m'appelle Megan, je suis australienne, mais il y a quelques ans, je me suis déménagée en Italie. Et ici à Concordia, j'étudie la physique de l'atmosphère et la météorologie. Bonjour, je m'appelle Daniele et je suis le cuisinier. Morning, I'm the doctor of the expedition.
Bonjour, je m'appelle Damien, je suis mécanicien de véhicule. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut, je suis l'électrotechnicien de la base pour l'hivernage. Alors, est-ce que tu peux préciser un tout petit peu les missions scientifiques qui sont faites là-bas? Dans quel domaine? Les principaux domaines, donc Ivan il s'occupe de l'astronomie. Il gère 2 télescopes ici. Ensuite, Judita et moi, on fait de la chimie à la fois sur la neige et à la fois sur l'air. Donc c'est via des prélèvements atmosphériques. Nadia, elle fait des études sur nous. Elle travaille pour l'Agence spatiale européenne. Et donc, elle étudie un peu notre comportement, comment on se comporte dans ces conditions d'isolement et de manque d'oxygène, d'altitude. Massimiliano, il s'occupe de la sismologie et du magnétisme terrestre, entre autres. Megan, elle s'occupe de la météo. Donc tous les jours, elle lance un ballon sonde le soir à 19h. Et elle s'occupe également de la physique atmosphérique via un lidar. Et voilà, pour les missions scientifiques qui ont eu lieu pendant l'hiver ici. On aurait voulu savoir comment se fait la communication avec le reste du monde et comment avez-vous accès à l'information? Les communications, les principales, c'est avec l'Internet. Parce que nous avons une connexion moins débit satellite. Pas avec la connexion que avez-vous chez vous. Mais ça suffit pour exemple, pour envoyer des messages avec WhatsApp, envoyer des images à tous nos chefs, nos amis. Et il y a des systèmes de téléphonie par satellite avec l'opérateur Iridium et l'opérateur Inmarsat. Et il y a aussi la radio. Avec les stations en Antarctique, par exemple, la station de Pontivy, que c'est 1000 km. Bravo. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des problèmes de sécurité sur la station et les entraînements que vous faites pour pas qu'il arrive de problème? Luca, do you want to talk about safety and Okay. There are few protocol procedure to allow us to be safe inside the base. We do almost every 50 days fire exercise in order to be ready in case of fire, because fire is the biggest problem here because there is no humidity in the air. So in case of fire, the major concern is to be quickly as much as we can to extinguish the fire. Les exercices Another incendies. problem is Les exercices incendies sont les pratiqués tous les 15 jours, et car le feu est le plus gros problème à redouter sur la base. The other problem is the exposure to cold outside the base, and this is the other possibility that prevent cold exposure. So everyone has to go out to wear very well and all the equipment we have, and to protect ourselves. But even those, the time of exposure must not exceed the 30 minutes usually, because if you stay outside without
walking for more than 30 minutes, it's really hard to resist. Consider today we have a temperature around minus 90 degrees, so it's very cold. Alors, si j'ai bien compris, hein, excusez-moi, j'ai pas compris le début, il me semble qu'il a parlé d'explosion et d'exposition, pardon, d'exposition au froid et de résister au froid, et que c'était un gros problème, et on peut bien l'imaginer dans la base antarctique. Pas de rester plus Ouais, donc voilà, en fait, dehors. les deux Voilà. principaux. Merci, Julien. Les deux principaux risques, c'est donc le feu. On fait des exercices incendie tous les mois pour se préparer en cas d'incendie. Et ensuite, il a insisté sur le fait de bien se protéger à chaque fois qu'on allait dehors, de porter tout l'équipement qu'on avait ici, parce que c'est difficile de résister au froid quand on est en position statique à l'extérieur. Et la gestion des petits problèmes de santé? Health problems are mostly related to the two factors. The first is we are at altitude of about 3,000, more than 3,000 meters. So we have a very low oxygen concentration, and every step we do is very heavy for us. The other problems is related in this period to the lack of the alternancy between daylight and night light. So this could be very difficult for sleeping. So we have a sleeping problem in this moment. Oui, donc le principal problème de santé est lié à l'altitude. On est à plus de 3200 mètres d'altitude et qu'il y a un manque d'oxygène. Donc à chaque effort, c'est pas du tout le même effort que fait quand on est au niveau de la mer. Et ensuite, en ce moment, étant donné qu'il fait nuit 4 heures sur 24, il n'y a pas d'alternance jour-nuit, il y a pas mal de problèmes de sommeil. Alors, on avait une autre question qui est un petit peu au cœur des échanges aujourd'hui à AUI. On voulait savoir comment vous gérez la ressource en eau, comment vous avez accès à l'eau potable, et puis qu'est-ce que vous faites des eaux usées? Alors moi je vais vous parler de la partie recyclage de l'eau. Donc comme il est difficile d'obtenir de l'eau liquide ici sur le site de Concordia, on recycle une grande partie de notre eau, plus de 85%, avec une machine qui permet des filtrations et des osmoses inverses. Donc on peut réutiliser cette eau pour notre douche, pour la vaisselle. Donc, on limite la production d'eau potable. Et l'eau potable, c'est notre mécanicien engin qui s'en occupe. Nous avons une machine qu'on appelle le fondoir. Donc notre mécanicien prélève de la neige propre, et il va bien la faire fondre à l'intérieur de ce fondoir grâce à la chaleur qui est distribuée par les moteurs. Et une fois que cette eau est devenue liquide, on peut la stocker dans de grands tanks, dans de grandes réserves, pour pouvoir après subvenir à nos besoins le reste de l'année. Une question aussi sur la gestion des déchets. Qu'est-ce que vous faites de vos poubelles, quoi? Alors, je suis le mécanicien, mais je suis aussi responsable de la gestion des déchets. On laisse rien derrière nous. Tout ce qui est déchets, c'est rapatrié soit en Australie, soit en France. Ça dépend des déchets. Et tout le monde ici, on a plein de poubelles différentes et on va trier le papier, le plastique, les bouteilles plastiques, le PET, les matériaux composites, l'acier, l'aluminium. Tout est trié, mis compacté. Et après, ça repart l'été en Australie ou en France. Dans la possibilité d'aller au supermarché du coin pour faire vos courses, comment faites-vous pour vous nourrir durant tout l'hivernage? Est-ce que certaines choses vous manquent plus que d'autres?
il cibo ci viene portato durante il periodo estivo, aereo in traversa, chiamato freight, che sono dei grandi convogli con dei caterpillar che trascinano dei container. E in questi container sono messi del cibo che è stato in gran parte qui vicino, in Australia, e alcune cose vengono dall'Italia e dalla Francia. Vengono immagazzinati in base dei container che abbiamo all'esterno e quelle cose portate all'interno che non si rovinino partendo dal fresco, che l'ultima volta ci è stato fornito nel mese di febbraio e che ci dovrebbe durare fino possibile in avanti. Bon, traduction plus ou moins approximative, mais donc la majeure partie de notre nourriture, elle vient pendant l'été, donc soit par le raid qui nous ramène la plupart de nos vivres, soit par avion pour les produits frais. Et donc à partir de février, on n'a plus aucun approvisionnement en nourriture, et donc la majeure partie c'est stocké à l'extérieur, donc c'est congelé, hein, on mange de nourriture congelée. Et donc ensuite, forcément, ce qui nous manque, c'est tout ce qui est produits frais, salade verte, des fruits. Il paraît que c'est un petit peu la fête chez vous en ce moment. On pourrait en savoir plus? Oui, effectivement, quand on arrive à la moitié d'une année d'hivernage, on a ce qu'on appelle la midwinter. C'est un moment, pendant une semaine, on va organiser des jeux et on va s'amuser entre nous, on peut faire la fête, on peut danser, et c'est un moment où on va pouvoir se décontracter et profiter un peu plus de notre hivernage et se travailler de côté pour quelques jours. Merci, on va peut-être passer le micro aux personnes qui souhaiteraient vous poser des questions. Est-ce que vous voyez de la pollution en Antarctique? De quel type de pollution tu parles? Est-ce qu'on peut voir de la pollution alors nous ici, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment quand même au milieu de rien. Donc tu peux pas le voir comme ça avec tes yeux. Après, toutes les analyses qu'on fait, on peut voir. Donc moi, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai un appareil qui mesure en continu la quantité de mercure qui se trouve dans l'atmosphère. Et donc ça, sur plusieurs années, depuis 7-8 ans, on a des valeurs, on a des mesures, et donc on peut observer l'évolution de ce type de polluants dans l'atmosphère. D'accord, merci. Merci. Bonjour. Alors, moi, j'avais deux petites questions à poser. Donc, premièrement, déjà, le régime alimentaire, je pense qu'il ne doit pas être le même qu'ici. Ma deuxième question, c'est par rapport au soleil, parce qu'on sait ici que quand on est au soleil, on récupère de la vitamine D. Et du coup, au niveau de la médecine, je pense que vous prenez peut-être des compléments ou des choses comme ça. One of the things I'm researching is the level of D vitamin during this day. But previous research in Antarctica and Siberia has showed that after about 3 months, pretty much everyone has a lack of D vitamin. And there is no recommending taking D vitamin here. On n'a pas très bien entendu, alors si Julien, tu peux réexpliquer?
Le micro, il marche bien là ou pas? Quand c'est toi qui parles, oui. D'accord, donc Nadia, elle a expliqué qu'elle elle fait des recherches sur, entre autres, un des paramètres qu'elle cherche, c'est donc la vitamine D. Et donc au bout de 3 mois, il y a à peu près tout le monde qui a un manque de vitamine D. Mais des études antérieures, que ce soit au Groenland, en Sibérie, où il y a également un manque de soleil, ils ne recommandent pas vraiment de prendre de compléments alimentaires. Donc nous, on n'en prend pas plus que ça. Et après, la première question, c'était à propos du régime alimentaire. Donc oui, forcément, on peut pas avoir de produits frais toute l'année. On en a en été, on essaye d'en garder. Là, il nous reste quoi? Il nous reste des pommes et des oignons, quoi, en gros, et du chou. Et donc voilà. Après mais après, il y a quand même des légumes qui se congèlent bien et on arrive à cuisiner un peu avec tout. Une autre question, peut-être? Oui. Bonjour, merci pour ce partage. Je voudrais savoir comment vous faites pour l'eau usée. Est-ce que le traitement se fait sur place ou comment vous faites exactement pour le décharge? Merci. Alors les eaux usées, elles sont collectées par des systèmes de tuyauterie vides. Donc on récupère des douches des toilettes qui sont mises sous vide et on les stocke dans des containers. Et si on a une quantité suffisante pour la monter, on démarre la machine ici, qui a plusieurs systèmes de filtration. Le système, c'est de l'ultrafiltration qui permet d'éliminer tous les déchets solides et aussi les bactéries. Et après, un principe d'osmose inverse. Donc, avec des pompes, on va mettre l'eau sous pression et on va traverser les membranes et la sortie, il ne reste plus que de l'eau. Et donc, cette eau, ensuite, est réinjectée dans notre circuit. Et on peut se resservir pour coucher, faire la vaisselle, etc. Il y a un petit souci de micro quand même, hein. Ça coupe pas mal quand vous parlez. Est-ce que vous savez estimer si la calotte glaciaire, la masse de la calotte glaciaire de l'Antarctique, elle est en augmentation ou en régression? Alors ici, en si peu de temps comme ça, on peut pas estimer. C'est des études qui se font sur plusieurs années. Mais oui, il y a des mesures, ici que, par exemple, on fait pendant l'été. C'est tout simple. Il y a un piquet qui est planté dans la neige. Et tous les ans, on mesure le niveau pour voir si on a une augmentation ou plutôt une diminution. Donc après, là, les études récemment, ça montre qu'ici, on a quasiment rien, ça stagne ici sur le plateau antarctique. Et par contre, au niveau des côtes, au niveau des glaciers, il y a beaucoup de relargage vers la mer, oui. Est-ce que vous avez vu des ours polaires? Ici, à sud, il n'y a pas d'os polaires. Ils sont seulement à le pôle nord. Donc, non. Ok. Oui, bonjour. Oui, je voulais savoir, on parle beaucoup de l'exploitation des ressources potentielles des pôles, pôle Nord et peut-être pôle Sud, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des données sur les ressources potentielles du coin où vous êtes, ou est-ce que ces ressources sont un petit peu recherchées par plusieurs pays? Alors en Antarctique, oui, sous nos pieds, il y a des ressources, c'est sûr. Cependant, il y a un traité qui a été signé entre plusieurs pays, une petite vingtaine de pays, qui s'interdisent mutuellement de prospecter ou de procéder à une quelconque exploitation des ressources. Tout comme tout essai nucléaire ou militaire, c'est
formellement interdit en Antarctique. C'est un continent qui est vraiment dédié à la science. Donc c'est pas du tout comme la situation sur l'autre pôle. Ah ouais, c'est complètement différent. C'est un continent vierge et ça fait pas longtemps que les hommes y ont mis le pied. Il y a encore une quarantaine, cinquantaine d'années, il y avait des chiens de traîneau dans le cadre des expéditions polaires en Antarctique, mais maintenant tout ce qui est c'est formellement interdit d'amener quelconque animal ou quelconque végétal. C'est très bien. Oui, bonjour, je suis le proviseur du lycée international Charles de Gaulle. Je voulais remercier Julien d'avoir permis de mener ce projet et de porter aussi très loin les couleurs avec le suite du lycée Charles de Gaulle. Donc je voudrais vraiment vous remercier toute l'équipe également de l'Institut Paul-Émile Victor. Donc j'ai juste un petit coucou et puis un remerciement. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Oui, bonjour. Julien, est-ce que tu pourrais nous détailler ton cursus, s'il te plaît? Oui. Donc moi, j'ai grandi à Dijon, j'étais au collège à Talent, et ensuite j'étais au lycée Charles de... non, qu'est-ce que je dis? Au lycée Eiffel. Moi, j'étais au lycée Eiffel à Dijon. Ensuite, après mon bac, je suis parti directement dans une école d'ingénieurs qui se situe à Beauvais, en Picardie, qui s'appelle maintenant Uni-la-Salle, dans lequel j'ai fait des géosciences, donc des études de géologie. Et ensuite, pendant les 2 dernières années, j'ai fait une spécialisation en hydrogéologie, donc tout ce qui est accès à l'eau, pollution de l'eau, souterraine, etc. Mon stage de fin d'études, je l'ai effectué chez Géotech à Quetigny. Donc en bureau d'études, j'étais dans le service environnement, donc une partie cité sol pollué et une partie hydrogéologie. Et ensuite, je suis atterri directement ici après avoir postulé auprès de l'IPEV. Et là, je travaille pour un laboratoire qui s'appelle Institut des géosciences de l'environnement, qui est basé à Grenoble et qui est le laboratoire historique de la glaciologie. Oui, bonjour. Bon, en votre honneur, je me suis habillé un peu en marin, mais j'espère que je ne vais pas glacer sur place. En fait, j'avais 2 questions. La première est de savoir si vous aviez eu des liens privilégiés avec notre ambassadrice des pôles, c'est-à-dire, me semble-t-il, ça y est, j'ai déjà oublié, Ségolène Royal. Et d'autre part, est-ce que vous utilisez des produits biodégradables et compagnie pour protéger cet environnement, pour ainsi dire, vierge? Merci. Je passe la parole à Bertrand, notre chef central et chef technique qui n'était pas là au début. Oui, bonjour. Je m'étais endormi, que j'étais pas là. Ségolène Royal, eh ben, non, on l'a pas trop vu. On sourit un tout petit peu en Antarctique quand même. C'est une méditation. Et l'autre question, c'était... Bah oui, de toute façon, pour justement pour les produits, pour pouvoir faire de l'ultrafiltration, on est obligé d'utiliser des produits qui sont très bio. Et puis par nous-mêmes, on emmène quand même des produits bio, que ce soit les dentifrices et tout ça, on essaye de d'amener le maximum de produits bio pour éviter de polluer un petit peu l'Antarctique, qui est un petit peu encore le seul continent vierge de notre monde. Oui, bonjour. Je voudrais savoir quelles sont les principales motivations, vos principales motivations pour venir travailler dans cette station. Yeah, it's not easy. I mean, it's a personal decision to come here. For me, of course, it was a growing professional situation. So I think it's a different situation for everybody. Il a dit que c'était pas vraiment une question facile, que ça dépendait vraiment de chacun.
Pour sa part, Massimiliano, ça ouvre des portes professionnelles. Bah, ça va être pour tout le monde. Une ligne dans un CV un hivernage à Concordia, forcément, ça attire l'œil et ça ouvre des portes, que ce soit côté technique ou côté scientifique. Okay. Encore c'est moi, je voudrais savoir quelles sont les précautions que vous faites avant de sortir pour faire un prélèvement, sachant que j'ai déjà entendu qu'il y a un risque de brûlure des joues et un souci de respiration. Merci. Donc oui, en effet, le risque de brûlure, il est présent surtout en hiver et surtout quand il y a du vent. Donc on se couvre tout. Il n'y a pas une partie de peau qui dépasse. C'est-à-dire qu'on se couvre le visage, on se couvre les yeux, on couvre le masque, on couvre les manches. Donc ça minimise le risque de brûlure. Après, ça peut arriver. Tout le temps, il y a un petit trou au niveau des manches, au niveau du masque. Donc après, c'est John Luke, le médecin, qui s'occupe de tout ça. Ah oui, pardon, le problème du souffle. Donc oui, on est en altitude, on a un problème de souffle, mais si on va doucement et qu'on court pas dehors, ça se passe bien. Oui, bonjour, moi j'avais une question toute simple. Je me demandais quelle heure il est chez vous et comment vous décidez de l'heure, parce que vous avez sans doute plusieurs possibilités. Est-ce que vous vivez à l'heure européenne, par exemple? Alors ici à Concordia, on est très proche du pôle. Donc l'heure est définie en fait par convention. Donc, il y a quelques années, l'heure à Concordia était différente, était la même que DDU, donc la station côtière française de Dumont-d'Urville. Il a été décidé il y a quelques années de décaler ses horaires, et du coup, là, actuellement, il est 6h moins le quart de l'après-midi. Oui, bonjour et merci surtout pour ce très joli moment. Vous qui êtes sur le terrain au cœur d'une problématique que nombre de gens partout commencent réellement à prendre dont les gens commencent à prendre la mesure, comment voyez-vous la collaboration scientifique internationale et si vous deviez militer pour elle, comment le feriez-vous passer? Merci. Question pas facile. Oui, forcément, je pense que tout le monde ici milite pour la recherche entre plusieurs pays, entre plusieurs laboratoires, entre plusieurs. On essaye enfin pas nous directement, parce que nous on est en fait le premier maillon de la chaîne de recherche, c'est-à-dire que nous on fait juste les prélèvements, quelques petites analyses, mais ensuite c'est pas nous les chercheurs et c'est pas nous qui allons écrire les articles scientifiques. Mais je sais qu'il y a ici forcément des papiers qui se font entre français et italiens. C'est une des rares bases en Antarctique où il y a une collaboration entre plusieurs pays. Mais oui, après, tout ça se joue aussi à un niveau politique, mais on va essayer de continuer ça le plus longtemps possible, continuer la collaboration internationale. Oui. Oui, bonjour. On parle des aurores boréales à l'Antarctique. Est-ce que vous en voyez fréquemment? Ivan, do you want to answer about aurora? Here in Concordia is not a nice place to observe the aurora Antarctic because the Concordia base is in south position respect
an oval where it's possible to see very well this kind of phenomena. But some weeks ago, me and the doctor was outside, and we have taken a very nice photo of aurora. So sometimes it's possible to see very nice phenomena. Donc les aurores australes ici, c'est pas un très bel endroit pour en voir, parce qu'en fait on se situe trop proche du centre du pôle sud par rapport à une couronne où les aurores sont extrêmement présentes. Mais il arrive qu'ici on en observe quelques-unes qui sont forcément pas très brillantes, mais on arrive à en voir. Et donc Ivan et Gianluca ont réussi à prendre des belles photos de. On peut vous montrer si vous voulez la photo. Est-ce que vous l'avez? Non. Non. Bah, le temps que ça arrive, on peut tirer une autre question. Bon, bah, ça va pas marcher. Désolé. Faux espoir. C'est pas grave. Est-ce que vous avez vu des pingouins? Non, parce que ici c'est très froid et donc nous n'avons pas des animaux parce qu'ils ne peuvent pas survivre ici. Et les animaux sont sur la côte. À Drummondville, il y a beaucoup de pingouins et ils n'ont pas peur des lézards. Donc, tous les personnes qui sont à Didiou, ils peuvent aller dehors à travailler avec les pingouins et ils sont là avec l'eau. Oui, c'est des manchots, c'est les manchots au pôle sud. Bonjour, nous nous préparons une période de canicule. Est-ce qu'on observe depuis le début de l'opération Concordia un réchauffement climatique aussi au niveau de l'Antarctique? Et deuxièmement, vous semblez bien à l'aise vu le froid qu'il fait à l'extérieur. Quel mode de chauffage est utilisé? Est-ce que c'est l'électricité? Est-ce que... Je passe la parole à Megan pour la question météo. On est tous ici pour la première fois. Alors, je ne peux pas dire personnellement que j'ai vu une différence. Mais il y en a. Et en fait, ici, sur le plateau d'Antarctique, il y a un phénomène de refroidissement parce que le monde est comme en Afrique. Quand il se chauffe autrefois, ici, il se refroidit. Alors ici, on voit qu'il y a une température plus basse chaque an. En fait, ici, il y a un mois, on a vu une température de moins 106 degrés avec le vent. Oui, on voit une différence. Ça ne remet pas en cause le réchauffement climatique, d'accord. Et donc, pour la seconde question, au niveau du système de chauffage, donc on utilise en fait la température produite par nos groupes électrogènes qui nous fournissent l'électricité. On récupère ça à travers des chambres de chaleur et après on redistribue ces calories via un système de radiateur. Le radiateur à eau, comme on a dans
disons, conventionnels en Europe. Oui, bonjour. C'était pour savoir quand vous recevez des approvisionnements de nourriture, si c'est en boîte de conserve ou pas. Il n'y a pas de convention, ça dépend du produit. On a des boîtes de conserve, comme on a du produit surgelé, comme quand tu trouves dans ton supermarché dans un sachet. Ouais, des cartons. Non, il y a pas de. On n'a pas que des conserves, tout en conserve. Bonjour, j'imagine que c'est une aventure scientifique, mais à la fois humaine. Comment cela se passe pour rester ensemble avec des personnes qu'on ne connaît pas au départ pendant 9 mois, 24 heures sur 24 ? We have been prepared by psychologists to stay in a confined space for a long time altogether. Fortunately, Concordia is big enough, and if you want to stay alone for a while, there is enough space to have some privacy and to stay alone and not see all the other guys of the team. But we have no social network here, fortunately. So we did our social network inside the base, and this is the most important thing for us. So it's not that bad. I tell you, it's quite funny, and we enjoy a lot. Ok, alors le premier point, c'était que avant de venir ici, on a eu une préparation par plusieurs psychologues, notamment par le recrutement, puis ensuite entre nous, on a fait une semaine tous ensemble avant de venir ici. Ensuite, le deuxième point, c'était que la station Concordia, elle est assez grande, donc si on a envie de rester tout seul pendant un moment et sans voir personne de l'équipe, c'est possible. Et après, l'aventure humaine, elle est aussi ici, dans le fait de partager des choses ici tous ensemble, de manger tous ensemble, et donc de faire notre réseau social ici à l'intérieur de la base et pas en dehors. Bonjour. Lorsque vous allez rentrer, est-ce qu'il y a un programme de réadaptation pour la vie ici qui est programmé, qui est prévu, ou si vous prenez une vie normale comme avant de partir? Alors, le retour est parfois brutal, parce que on n'a pas les mêmes repères, on a vécu des choses, et d'un autre côté, les gens qui nous attendaient en France, en Italie ou ailleurs, ils ont vécu leur vie aussi pendant un an. Donc parfois, il y a des cas où on voit que c'est difficile de retrouver femmes et enfants, surtout quand ils sont en bas âge, ou alors simplement de retrouver sa famille, de leur apprendre à vivre, de s'adapter à la situation, apprendre à traverser des choses comme ça. C'est tout bête, mais ça peut arriver de se faire sur. Salut Juju, c'est Pauline, je suis avec Chloé et Pierre. Donc nous, on sait un peu comment ça se déroule sur la base, mais on est toujours content de voir dans quel environnement tu évolues. Donc on voulait juste te faire un coucou et on t'attend ici à Dijon pour faire la fête quand tu reviens. Merci Pauline. Bonjour, devant la volonté du peuple. Juste une question, je ne vais pas te demander des détails de la soirée et de la nuit,
parce que je suis pas sûr que ce soit tout racontable. Est-ce que tu peux nous donner quand même un peu plus de renseignements, notamment la jeune fille qui te demandait s'il y avait des traces de pollution. Tu as parlé du mercure, que tu mesurais ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu des résultats dont tu ne nous as pas parlé pour qu'on puisse mesurer? Et est-ce que vous mesurez l'évolution de la pollution au pôle sud, mais qui est le reflet de la pollution mondiale? Alors moi c'est difficile de répondre parce que comme je le disais, nous on fait l'étape d'acquisition des données sur une période uniquement d'un an. Ces données-là, ça fait une dizaine d'années qui sont présentes à la fois ici. C'est aussi comparé à d'autres localisations partout sur la planète en fait. Donc, après, toutes ces données-là, elles permettent de rentrer dans des modèles que ce soit à l'échelle de l'hémisphère sud ou à l'échelle mondiale, qui vont permettre de quantifier l'évolution de tel ou tel polluant, etc. Mais nous, c'est difficile de voir sur une période si courte, même si on a les données sous les yeux, de voir comment évolue. Après, je peux vous dire que du mercure, on en a beaucoup moins ici qu'il y en a que vous respirez dans votre salle actuellement, mais ça, heureusement, quoi, ça paraît logique. C'est quoi entre le pôle Nord et le pôle Sud le plus grand? Alors en fait c'est totalement différent entre pôle Nord et pôle Sud. C'est-à-dire que le pôle Nord c'est de l'eau, il n'y a pas de continent, c'est que de la banquise. Alors qu'ici l'Antarctique c'est un continent et autour il y a une banquise. Alors qu'au pôle Nord c'est de l'eau et autour il y a des continents, autour il y a de la terre. T'as compris? Oui. Oui. Oui, bonjour et merci d'abord de nous faire partager ça. Je voulais savoir du coup s'il y a des traces des premiers aventuriers, de vos prédécesseurs et comment du coup vous ressentez un petit peu le fait de prendre le relais suite à ces premiers aventuriers, premiers scientifiques qui ont foulé le sol de l'Antarctique. Merci. Alors pour les premiers les hivernants et premiers explorateurs, oui, on lit beaucoup parce que c'est très intéressant. Au niveau France, il y a un programme, que ce soit aussi bien en Antarctique que dans les terres australes, de préservation justement des bâtiments, et tout ce qui est un petit peu du Mont-Urville et tout ça. Donc sur la côte, parce que ici, en fin de compte, il n'y a que du passage, j'ai jamais eu de ce qui s'est créé. Et sur la côte, tout ce qui est des anciens explorateurs, il y a un programme en ce moment de réhabilitation de sites et tout ça. Donc, oui, évidemment, on lit tous, nous, justement, l'histoire de l'Antarctique. C'est super intéressant. Et en plus, on le vit. Je ne sais pas si on est des explorateurs ou maintenant on est un petit peu les suivis des explorateurs. Oui, on ressent un petit peu. Bonjour Concordia. J'ai deux questions. Je voudrais savoir s'il y avait d'autres bases, il y a d'autres bases scientifiques et combien y en a-t-il en Antarctique? Et une autre petite question, je voudrais savoir combien de femmes vivent avec vous en ce moment-là. Merci. Il y a beaucoup d'autres bases. D'été, il y a une centaine. D'hiver, il y a une trentaine de bases qui sont vertes. Alors, oui. En centre,
Au centre de l'Antarctique, il y a seulement 3. Et nous, Concordia, Vostok, c'est une base russe, et le pôle Sud, qui est américaine. Et puis, on est très femmes. nous sommes ici. Il manque seulement une personne ici. Alors, nous sommes tous. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vous étiez en interaction avec ces autres bases, justement. Je réponds en anglais. Et Julien, tu peux m'aider. During the midwinter, we exchange some postcards between the stations. Especially during the summer season, we communicate with the Mario Zucchelli station because it is like a high-port hub for coordination of flights that connects Concordia, Drummond station, and other for shipment and sending us person or foods. Donc alors en hiver, donc là pendant la midwinter, on a un système qui permet d'échanger un peu un happy midwinter avec toutes les autres bases. Donc c'est juste une photo envoyée par électronique, bien sûr. Ensuite en été, il y a beaucoup de communication. Donc notre radio room avec la base italienne de Mario Zucchelli qui se situe sur la côte, puisque c'est à partir de cette base qui va gérer tout ce qui est transport aérien, que ce soit de matériel ou de personnes. Merci. Je crois qu'il y a un projet de nouveau télescope peut-être à la station Concordia qui est dans les cartons. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous savez peut-être quand est-ce qu'il sera potentiellement installé? Voilà. Probably there will be a new kind of telescopes that observe the universe in other kinds of wavelengths. For example, metrics and infrared, because the sky here is very poor about water humidity, and so it means that it's very transparent, this kind of radiation. So it's possible, probably in the future, here we build a new kind of radio telescopes that observe this kind of radiation. One is at present in American base, this Amazon base, and has participated to very interesting research about the first image about a black hole inside the M87 galaxy, very far from the Earth. So it's very interesting, this kind of research. Stop. Donc, alors ce qu'Ivan a expliqué, c'est que probablement ici on n'a pas de télescope qui observe dans des longueurs d'onde millimétriques ou infrarouges. Du coup, probablement on aura ça parce qu'ici en fait le sky est très pur. Le ciel. le ciel est très pur au niveau humidité, donc toutes ces longueurs d'onde, elles arrivent bien à traverser. Il y a un télescope comme ça qui est présent à la base américaine au pôle sud et qui a permis de prendre en photo le premier trou noir de la galaxie M, je sais plus combien.
qui a découvert l'Antarctique? En fait, il n'y a pas une personne qui a découvert l'Antarctique. Probablement, il y avait quelqu'un qui chassait des phoques. Et alors, quelqu'un de l'eau. Et puis beaucoup de personnes sont arrivées en Antarctique. Et puis, la première personne qui est arrivée au pôle Sud était Amundsen, en norvégienne, et puis en anglais, Scott. Bonjour Concordia, Didier Martin, je suis le député de la circonscription. Je voulais vous remercier. Je voulais saluer aussi le lycée international Charles de Gaulle. Un grand merci aux élèves qui ont préparé ce rendez-vous. Ici, c'est bientôt l'heure du repas. Nous allons passer à table. Alors, avant un message que je voudrais vous envoyer avec toute la salle tout à l'heure, dans quelques instants, je voulais savoir si vous mangez des produits bourguignons, si vous buvez du vin de Bourgogne, si vous avez de la moutarde de Dijon sur la table. Alors oui, la moutarde, c'est de la moutarde Amora qu'on a ici. Yes. Premier bon point. Ensuite, on a de la crème de cassis qui arrive ici aussi. Après, le vin, non, j'ai ramené que 4-5 bouteilles. On en a ouvert une pour l'instant, j'attends l'autre pour mon anniversaire. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Eh oui, j'avais ramené des nonnettes. Enfin, mes parents m'ont envoyé des nonnettes, alors on les a toutes goûtées. Alors, un avant-dernier message de la maman de Julien. Non, mais rien de spécial à vous dire. Bravo à tous. Finissez bien votre semaine de midwinter et puis profitez-en. Et encore, bravo à tous. Debout. Je vous propose de vous mettre debout. Nous allons vous envoyer un message universel dans cette station internationale. Vous allez voir, les paroles sont faciles à comprendre. Alors tout le monde lève les mains en l'air, s'il vous plaît. Bravo. Vous voulez terminer, Madame Boisson ? Eh bien, merci beaucoup, Julien. Merci à tous d'avoir participé. Je te fais un gros bisou, Julien. Ça fait plaisir d'avoir des anciens élèves qui permettent de vivre de telles aventures. C'est vraiment très chouette. Salutations à toute la mission. Et salutations merci à vous à tous les copains qui sont avec toi. Merci, à bientôt. Bonne journée, bon week-end.